Aurélien, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Écoutez, Aurélien Lecacheur, secrétaire de la Fédération du Parti communiste français, Céline Brulin, donc sénatrice, Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime. J'excuserai Sébastien Jumel qui est retenu par d'autres engagements, et de nos invités de ce soir que je vais vous présenter, bien sûr Yann Brossat, notre tête de liste communiste pour une Europe des gens contre l'Europe de l'argent, avec à ses côtés eh bien, Manuela Donna, secrétaire générale du syndicat CGT des douanes, 16e sur la liste de Yann Brossat, et de Claire Guéville, responsable nationale du secteur lycée du SNES et PSU, et membre du comité départemental PCF 76. Alors, très rapidement, nous sommes en ce moment même lors de l'intervention télévisée du président des Riches, qui devrait, entre autres, dire aux Français de travailler plus pour gagner moins. Eh bien, nous sommes bien évidemment heureux d'accueillir dans notre région, une région fière de son passé et de son présent, toujours industriel et ouvrier, eh bien, notre camarade Yann Brossat qui conduit cette liste dont l'intitulé « Pour une Europe des gens contre l'Europe de l'argent » résume si bien le moment social que nous vivons, tout particulièrement dans notre pays, où l'affrontement de classes connaît une dimension singulière dans les heures que nous vivons. Alors, sans plus attendre, parce que je sais que le temps nous est compté, eh bien, je vais passer la parole. Cher Hubert, chère Céline, cher Jean-Paul, chère Manuela, chère Claire, cher Aurélien, chers tous, très heureux d'être parmi vous ce soir en Normandie pour ce meeting en vue de la campagne des élections européennes qui auront lieu, comme vous le savez, cela a été dit juste avant moi, quasiment dans un mois jour pour jour, puisque nous sommes quasiment à 30 jours, pardon, du premier tour des élections européennes. Je dis premier tour, mais ne croyez pas qu'il y a un second tour. Il n'y a qu'un seul tour à ces élections européennes. Dites-le partout autour de vous, parce que nous sommes très habitués désormais à des élections à 2 tours, sauf dans un certain nombre de villes que nous dirigeons ici et où les élections se jouent à 1 tour. Mais enfin, on est quand même très habitué en France maintenant, notamment lors des élections nationales, à avoir des élections à 2 tours. Là, il n'y a qu'un tour. Et donc tout se joue le 26 mai prochain, puisque c'est le 26 mai prochain que les Français, comme les autres Européens d'ailleurs, désignent leurs représentants au Parlement européen. Donc ça ne sert à rien de se déplacer le dimanche suivant. C'est le 26 mai que ça se décide. Et donc, il est très important que cette date du 26 mai, elle soit bien dans toutes les têtes, dans celles de nos amis, dans celles de nos camarades, dans celles de nos collègues de travail, dans celles de nos voisins, de notre famille, parce que c'est cette date-là qui est absolument essentielle. Cette date, elle est essentielle, d'autant que ces élections européennes, elles se déroulent dans un contexte très particulier, qui est un contexte d'immense colère. La colère de millions de travailleurs qui réclament simplement le droit à vivre dignement de leur travail. La colère de millions de retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG et la désindexation des retraites par rapport à l'inflation
qui a conduit à une terrible dégradation du pouvoir d'achat des retraités. La colère aussi de beaucoup de jeunes qui ont subi la réforme intitulée Parcoursup, qui n'est rien d'autre que la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université, dans le même esprit d'ailleurs que toutes les réformes qui sont engagées en ce moment par le ministre Blanquer et qui vont mettre en place une sélection sociale dans toute une série de filières. Donc beaucoup de colère. Cette colère, elle s'exprime partout d'ailleurs. Elle s'exprime sur les ronds-points, avec le mouvement des Gilets jaunes. Elle s'exprime dans les rues à l'occasion de nombre de manifestations et de mobilisations qui continuent à se lever de manière très régulière partout à travers le pays. Et pour répondre à tout ça, le président de la République a lancé un grand débat national. Il en rendait les conclusions ce soir, et j'en dirai quelques mots dans quelques instants. Simplement, ce grand débat national, il faut quand même le dire, il avait bien mal commencé. Parce que dans la lettre que le président de la République nous avait adressée, vous vous en souvenez peut-être, c'était mémorable. Il nous avait demandé, il s'adressait à nous, il nous disait, selon vous, quels sont les services publics qu'il faut fermer? C'était déjà une drôle d'idée quand même. Parce que nous sommes quelques élus dans cette salle, il nous arrive assez rarement de tenir nos permanences d'élus et d'être confrontés à des habitants qui nous demandent de fermer un hôpital, une maternité, une classe, une gare, un bureau de poste. En revanche, nous voyons beaucoup de Français qui nous demandent de rouvrir des services publics qui ont fermé à cause de ces politiques libérales qui nous pourrissent la vie. Donc ça avait mal commencé. Ça n'avait pas très bien continué, parce que le Premier ministre avait commencé par restituer les conclusions du grand débat, en ne tenant compte, il avait fini par l'avouer, que de la moitié des questionnaires qui avaient été remplis par les Français. Il faut le faire quand même. La moitié des questionnaires ont été pris en compte. J'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils ont égaré tous les questionnaires qui réclamaient le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et donc les voilà ce soir, qui par la voix du président de la République, rendait les conclusions du grand débat et les préconisations qu'il fait pour tenir compte de ce que les Français ont dit. Et alors le message de ce soir, c'était de nous dire il faut aller plus loin. Ce qui est quand même incroyable, parce que les Français qui ont beaucoup subi depuis 2 ans, singulièrement le monde du travail, les retraités, ceux qui vivent de leur travail, ils ne demandaient pas au président de la République d'aller plus loin, ils lui demandaient de changer de cap, ils lui demandaient d'aller ailleurs que dans le mur où il nous envoie tous. Or, il ne nous dit pas on va changer de cap, il nous dit on va aller plus loin. Il nous dit par exemple ce soir qu'il envisage de casser purement et simplement le statut de la fonction publique. C'est-à-dire que là où les Français disent qu'ils veulent être protégés, le président de la République répond en disant « Nous n'allons pas vous protéger davantage, nous allons précariser davantage ceux qui bénéficiaient encore d'un peu de protection grâce au statut de la fonction publique conquis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. » Donc il nous dit cela. Et puis, en matière d'impôts, il ajoute « Je n'ai pas l'intention de revenir sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. » La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est quand même un cadeau de 3,5 milliards d'euros pour les 358 000 Français les plus riches. C'est un cadeau, quand on y regarde de près, de 33 € par jour pour ces Français qui, à eux seuls, détiennent un patrimoine de 1 000 milliards d'euros, soit la moitié du produit intérieur brut français. Et le président de la République nous répond ce soir en nous disant « Je suis pragmatique, et comme je suis pragmatique, je n'ai pas l'intention de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. » Drôle de discours quand même que de considérer comme pragmatique une mesure qui consiste à faire un cadeau de 33 € par jour à ces ménages qui, quand même, on peut le dire je crois, n'avaient pas besoin de ce cadeau supplémentaire pour boucler leur fin de mois.
Donc voilà ce qu'il nous dit. Et non content de nous avoir dit tout cela, il nous dit aussi « il va falloir travailler davantage ». Et quand il parle de travailler davantage, il ne s'adresse évidemment pas aux 6 millions de chômeurs qui ne demandent qu'à travailler. Il s'adresse à ceux qui travaillent déjà. Il s'adresse à ceux qui manifestent depuis des mois en demandant à pouvoir vivre dignement de leur travail. Et il ne leur dit même pas, comme un de ses prédécesseurs, travailler plus pour gagner plus. Il leur dit travailler plus pour gagner autant, voire un petit peu moins. Parce qu'en même temps qu'il dit il faut travailler plus, au passage, c'est quand même une drôle de disposition d'esprit qu'ont tous ces gens qui se battent pour recueillir les suffrages des Français et qui passent leur temps à insulter les Français. Parce que ce qu'il nous dit en gros quand même, c'est que les Français sont des feignasses. À l'inverse d'ailleurs de tout ce que prouvent les statistiques. Parce que les Français, ils travaillent en moyenne 1500 heures par an. Comme les Anglais, comme les Italiens et comme les Allemands qu'on nous présente en permanence comme le grand modèle qu'il faudrait suivre. 1500 heures par an. Tout ça pour se faire traiter de feignasse derrière par le président de la République française. Donc il nous dit travailler plus. Et il nous dit par exemple qu'il envisage une journée de solidarité pour financer la dépendance. Ça aussi, c'est quand même extraordinaire. On a des Français qui disent « on veut que le travail paye ». La réponse du président de la République, c'est « pour que le travail paye, on va vous créer une journée de travail gratuit ». C'est ça. Parce que la journée de solidarité pour financer la dépendance, c'est une journée de travail gratuit. Puisque vous allez travailler et vous n'allez pas recueillir le fruit de votre travail. Donc c'est une journée de travail gratuit. Et il nous dit « oui, mais c'est pour la bonne cause ». C'est pour la solidarité. Et alors là aussi, on se dit que ces gens ont une drôle de conception de la solidarité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils nous font ce coup-là. Ils ont commencé par le faire au début de leur mandat, en disant « maintenant les retraités vont être solidaires des actifs ». Vous vous souvenez, c'était l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et l'idée, c'était que les retraités sont bien sûr, c'est bien connu, des nantis, et que donc on va pouvoir leur prendre un peu, parce que comme ça on va donner aux actifs. Et maintenant ils disent aux actifs, vous allez travailler une journée gratis pour les anciens. Mais c'est curieux parce que avec eux, c'est toujours la même histoire. Ce sont les gens modestes qui doivent être solidaires des gens modestes. Un jour les retraités modestes solidaires des actifs modestes, et un jour les actifs modestes qui doivent être solidaires des retraités modestes. Mais alors il manque quand même quelque chose dans leur conception de la solidarité. C'est qu'il n'y a pas que des gens modestes dans notre pays. Quand on regarde l'évolution de ces 10 dernières années, le nombre de milliardaires en France a été multiplié par 3. Les 500 plus grosses fortunes françaises possèdent un patrimoine de 600 milliards d'euros. Cela, on ne peut jamais rien leur demander. Cela, c'est comme si on n'avait pas le droit de les mettre à contribution. Jamais. Vous savez, c'est dans koh Lanta, il y a un système qu'on appelle le totem d'immunité. On n'a pas le droit de vous toucher, on n'a pas le droit de vous soumettre à une quelconque épreuve, vous êtes sauvés quoi qu'il arrive. Eh bien, avec les riches, c'est pareil. Sous Macron, ils ont un totem d'immunité. C'est une espèce de caste de brahman qui fait qu'on n'a pas le droit de les toucher. Eh bien, nous avons une proposition alternative. Nous avons proposé une journée du patrimoine des plus riches. Parce que les plus riches, il y en a quand même un sacré nombre, et ils ont un sacré paquet de pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et donc notre idée est la suivante. Les familles qui jusqu'à présent payaient l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros, nous proposons que pour financer la dépendance, ces familles versent 1/365e de leur patrimoine, ce qui rapporterait 3 milliards d'euros, soit la somme exacte que rapporterait la journée de solidarité prévue par le président de la République.
fort à parier, au vu des annonces du président de la République ce soir, que la colère, elle n'est pas prête de s'éteindre. Toute la question qui se pose à nous maintenant, à un mois de ces élections européennes, c'est de savoir si cette colère, elle va s'exprimer dans les urnes le 26 mai prochain. Et je pense que partout dans les discussions que nous avons avec nos proches, avec nos amis, nos collègues de travail, il faut les convaincre que cette colère, elle ne doit pas s'exprimer par de l'abstention. Parce que l'abstention, elle fera de fait augmenter le score de la République En Marche. Et que la République En Marche se servira derrière de son score pour accélérer les réformes que le président de la République a prévu de faire et qu'il a annoncé ce soir. Donc si vous êtes en colère, si vous en avez gros sur le cœur, si vous voulez que ça change, et si vous voulez que ça change en France comme en Europe, il faut que ça passe par le bulletin de vote rouge qui sera soumis au vote le 26 mai prochain. Donc il faut voter le 26 mai. Oui, parce que je le précise, notre bulletin de vote sera rouge parce que nous avons décidé d'afficher la colère. Ce sera un moyen de mettre un carton rouge et ce sera un moyen de dire qu'il y a des colères rouges dans ce pays et qu'elles doivent être entendues. Donc oui, le 26 mai, il faut dire tout ça. Alors souvent on nous dit, oui mais ce sont des élections européennes, donc des élections qui sont sur des enjeux très spécifiques, et donc ça n'est pas le lieu de s'exprimer sur le pouvoir d'achat, sur les services publics. D'abord, ce n'est pas eux qui vont décider sur quoi on se prononce, c'est les Français. Et heureusement. Mais surtout, il faut qu'on ait tous bien en tête une chose, et je sais qu'ici dans cette salle, on l'a en tête, mais tous nos concitoyens ne l'ont pas forcément en tête. C'est que les politiques dont nous souffrons en France, et les politiques dont nous souffrons à l'échelle de l'Europe, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes politiques libérales. Cette même loi du fric qu'on nous impose à l'échelle de la France comme à l'échelle de l'Europe. Depuis tant d'années, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture, il faut réduire la voilure en matière de services publics. Toutes ces recommandations-là, ce sont celles que nous fait la Commission européenne. J'ai apporté avec moi un document, ce sont les recommandations de la Commission européenne. Elles ne sont pas bien vieilles, elles datent du mois de juillet. Parce que ces gens de la Commission européenne, qui n'ont été élus par personne, nous gratifient 2 fois par an, nous la France, de leurs recommandations. Mais il faut les lire, c'est pas que ce soit un plaisir de lecture, mais il faut les lire. Parce que dans ces recommandations du mois de juillet, la Commission européenne, par la voix de son président, M. Jean-Claude Juncker, vous savez, ce monsieur qui est payé 32 000 € par mois et qui s'est augmenté de 7% depuis 2014. Ils nous disent 2 choses dans leurs recommandations du mois de juillet. Ils nous disent, premièrement, il ne faut pas augmenter le SMIC en France. Ce même monsieur qui est payé 32 000 € par mois. Il nous dit qu'il ne faut pas augmenter le SMIC en France parce que le coût du travail est déjà très élevé. D'ailleurs, eux parlent, vous l'avez noté, de coût du travail, jamais de prix du travail. C'est curieux quand même, cette manière de se mettre systématiquement dans la peau du patron et jamais dans la peau du salarié. Enfin, en tout cas, eux, ils font comme ça. Donc, il nous dit qu'il ne faut pas augmenter le SMIC. Et puis, deuxième recommandation qu'il nous fait, il faut réformer le système de retraite. Et là, on en vient au discours de Macron de tout à l'heure, qui nous dit texto, il faut revoir notre système de retraite en France pour mettre en place une retraite par points. On sait ce que c'est la retraite par points. Il y a des pays qui ont mis en place la retraite par points. La Suède, par exemple, dès les années 90, a mis en place une retraite par points. Et 92% des femmes suédoises ont vu leur retraite diminuer depuis la mise en place de la retraite par points, parce qu'elles ont des carrières hachées et parce qu'elles n'ont pas réussi à recueillir tous les points qui permettent d'avoir une retraite digne. Voilà la réalité de ce qu'il nous prépare. Et donc ça, c'est la Commission européenne qui nous le recommande. Et alors, là aussi, il faut le lire.
pour justifier la réforme des retraites, cette merveilleuse Commission européenne, elle s'appuie sur un rapport d'un institut que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle l'IFRAP. C'est un institut patronal qui est présidé par une dame qu'on voit souvent sur nos écrans de télévision, il l'aime bien celle-là, qui s'appelle Madame Verdier-Molinier. C'est un institut patronal, un institut qui, au passage, n'a aucune compétence en matière économique. Ce sont des charlatans, pour le dire de manière franche. Et donc, si on résume, on a au départ un institut patronal qui dit la France doit revoir son système de retraite. On a la Commission européenne qui copie ce que dit cet institut patronal. Et on a un gouvernement français qui reprend à son compte les recommandations de la Commission européenne, qui elle-même reprenait à son compte les recommandations de cet institut patronal. C'est-à-dire qu'en réalité, tout se tient. Tous ces gens se tiennent par la barbichette et sont là pour nous imposer à coups de latte leur politique libérale qui nous pourrisse la vie depuis maintenant plus de 20 ans. C'est ça la réalité. Donc qu'on ne nous dise pas parce que ça n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de lien entre les politiques qui sont menées à l'échelle de l'Union européenne et les politiques qui sont menées à l'échelle de la France. Parce qu'ils reprennent à leur compte avec une minutie de moines copistes toutes les politiques qui sont recommandées par l'Union européenne, de manière absolument systématique. D'ailleurs, quand on lit les traités européens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de communistes dans cette salle, les communistes ont ceci de particulier qu'ils ont lu les traités européens. Et c'est sans doute parce que nous les avons lus que nous les avons rejetés. Parce que beaucoup de ceux qui ont voté pour n'auraient pas voté pour ces traités européens ultralibéraux s'ils avaient pris la peine de les lire. D'ailleurs, je crois qu'en Seine-Maritime, vous les avez beaucoup lus, puisque vous l'avez en tout cas pour ce qui concerne le dernier, rejeté à quasiment 2/3 des voix. Vous avez bien fait. Même si Nicolas Sarkozy ensuite s'est empressé de le faire valider par la voie parlementaire. Pourquoi est-ce que nous avons rejeté ces traités? Parce que ces traités européens, ils reposent sur 2 dogmes. Le premier dogme, c'est l'austérité. C'est la fameuse règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser, faute de quoi la Commission européenne est là pour nous taper sur les doigts comme si on était des mômes qui ne respectaient pas les ordres. 3% de déficit public, pas plus. On sait ce que ça veut dire. Dans nos territoires ruraux comme dans nos quartiers populaires. Ça veut dire moins d'écoles, moins d'hôpitaux, moins de bureaux de poste, des lignes de chemin de fer qui ferment parce qu'elles sont jugées non rentables. C'est ça que ça signifie, la fameuse règle des 3%, ce dogme de l'austérité. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas un économiste qui est capable de nous dire pourquoi on a dit 3%, pas 4% et pas 5%. Mais ils ont décidé que c'était 3%, que c'était un coût près intangible. Au-delà des 3%, c'est le diable. Donc, on coupe tout à 3%. Et on sait à quoi ça conduit. D'ailleurs, ce soir, le président de la République a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Je vous promets, on ne fermera plus d'écoles ni d'hôpitaux. Mais dans le même temps, on supprimera 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. » Alors, on se pose quand même quelques questions. Est-ce qu'il envisage de remplacer les infirmières par des robots? Est-ce qu'il envisage de remplacer les enseignants par des ordinateurs? On ne sait pas bien, mais en tout cas, on ne voit pas bien comment est-ce qu'on va pouvoir à la fois maintenir les services publics en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires. Ça, c'est la règle des 3%. Ça, c'est ce dogme de l'austérité qui nous pourrit la vie. Et puis le deuxième dogme, qui figure dans ces traités européens, c'est la concurrence libre et non faussée. C'est d'ailleurs assez fou d'avoir créé une Union européenne qui n'a pas pour objectif de faire en sorte que nous, peuples d'Europe, nous, travailleurs d'Europe, on se serre les coudes, mais qui a pour objectif de faire en sorte qu'on se tire dans les pattes. Et l'Union européenne, elle est là, par le biais de la Commission européenne et de son monsieur Juncker, pour vérifier qu'on se tire dans les pattes tout le temps. Surtout pas de coopération et de partenariat, parce que c'est jugé comme une distorsion de concurrence. Donc la concurrence partout, tout le temps. La guerre économique entre travailleurs d'Europe, entre États de l'Union européenne. Voilà leur conception de l'Union. C'est quand même une drôle de conception de l'Union. Ceux qui se sont mariés ici.
quand vous vous êtes mariés, c'était pas pour vous faire la guerre. Eh bien eux, ils ne conçoivent l'union que comme un moyen de se faire la guerre économique en permanence. Donc voilà pour ce qui concerne les traités européens que nous avons bien fait de rejeter et de faire lire partout autour de nous, ce qui nous a permis de gagner la bataille de 2005. Nous nous disons qu'il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Qu'on ne peut pas continuer avec une Union européenne qui nous pourrit la vie avec ses dogmes de l'austérité et de la concurrence. Qu'il est donc temps de construire l'Europe des gens en rupture avec cette Europe de l'argent. Et pour cela, nous proposons 3 changements majeurs. C'est le programme que nous défendons à l'occasion de ces élections européennes. Le premier changement majeur, c'est que nous voulons qu'en Europe, partout en Europe, le travail paye. Nous voulons que le travail paye. Nous voulons que les travailleurs d'Europe puissent vivre dignement. Nous proposons une harmonisation sociale, mais une harmonisation sociale par le haut. Une harmonisation sociale qui ferait qu'on s'alignerait sur le mieux-disant et non pas sur le moins-disant comme c'est le cas aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Alors vous avez peut-être vu la ministre, ancienne ministre des Affaires européennes, Madame Loiseau, vous savez, celle qui a des problèmes de mémoire. Madame Loiseau, elle a dit « je veux un SMIC européen ». On s'est dit la belle affaire, un SMIC européen, dans le cadre de l'Europe sociale qu'elle propose. D'ailleurs, elle a dit dans son interview « je veux que Europe rime avec social ». Elle n'a pas de bol, ça rime pas. Et donc, elle propose un SMIC européen à 50% du salaire médian. Alors, comme on n'est pas complètement demeuré, on a fait le calcul. Ça donne un SMIC français à 950 €. Voilà l'ambition sociale de ces gens. C'est de nous mettre un SMIC qui n'est même pas au niveau du seuil de pauvreté. Ça fait envie. Voilà une belle manière d'avancer pour faire en sorte que le travail paye. Nous avons une autre proposition. Parce que nous n'avons pas de problème de mémoire et en plus de ça, nous savons compter. Et nous proposons un SMIC européen pour chaque pays à 60% du salaire moyen, ce qui ferait un SMIC français à 1 400 € net, soit une augmentation de 200 €, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a besoin. Alors souvent, quand nous disons il faut une harmonisation sociale à l'échelle de l'Europe, on nous dit mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les pays de l'Union européenne ont des traditions différentes, des identités différentes. Enfin, j'ai quand même regardé l'autre jour, par curiosité, les indemnités des députés européens. Mais sachez une chose, hein, c'est que le député européen polonais, le député européen français et le député européen roumain, ils sont tous payés pareil. Donc si on a pu le faire pour les députés, on doit pouvoir le faire pour les travailleurs d'Europe. Le deuxième changement majeur que nous voulons instituer à l'échelle de l'Union européenne, il concerne la question des services publics, qui ont été abordés très justement tout à l'heure. Parce qu'effectivement, à cause du fonctionnement actuel de l'Union européenne, à cause des politiques libérales déclinées à l'échelle de la France, on a vu disparaître nos services publics. Et on a une Union européenne qui a servi de machine de guerre contre nos services publics. D'abord avec l'austérité, puisqu'avec l'austérité, on diminue les dépenses publiques et donc on fait disparaître nos services publics. Et puis aussi avec la règle de la concurrence libre et non faussée, avec les fameuses directives de libéralisation. On l'a vu dans plein de secteurs. Et là, quand même, je voudrais dire quelques mots de notre pays et de la manière dont il s'est reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. La France, c'est un pays particulier. Et c'est un pays particulier en Europe, notamment parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est doté d'un secteur public puissant, avec des entreprises publiques
qui disposait d'un monopole dans un certain nombre de secteurs clés, de secteurs stratégiques, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des télécoms, dans le secteur du transport ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce que nos anciens ont construit ça après-guerre? Parce qu'ils ont considéré que dans le droit fil d'ailleurs de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, il fallait que tout le monde puisse accéder à ses droits fondamentaux, quels que soient ses revenus et quel que soit son lieu de vie, quel que soit le territoire dans lequel il habite. L'égalité. Et ils ont donc considéré que l'égalité, l'égal accès à ses droits fondamentaux, ça nécessitait que ces secteurs-là échappent aux logiques de marché. Et qu'il fallait donc que dans ces domaines-là, ce soit non pas une entreprise privée qui assure le service, mais ce soit le service public. Et entre nous, ça marchait plutôt bien, ça fonctionnait plutôt bien, on avait une énergie plutôt pas chère, on avait des lignes de chemin de fer qui fonctionnaient bien. Et entre-temps, on a eu l'Union européenne. Et l'Union européenne nous a dit, tous ces secteurs-là qui échappaient aux logiques de la concurrence, il faut qu'ils soient mis dans les logiques de concurrence. Et au fond, on nous a dit que pour faire l'Europe, il fallait renoncer à ce qu'était la France. Il fallait renoncer à cette spécificité française qui faisait que nous disposions de services publics qui, par ailleurs, nous étaient enviés partout à travers le monde. Parce que quand nous discutons avec des tas d'autres Européens, ils regardent avec beaucoup d'envie le modèle social que nous avons créé, la sécurité sociale que nous avons réussi à créer en 1945 dans un pays qui était ruiné par la guerre. Nous avons créé la sécurité sociale et nous avons bâti ces grandes entreprises publiques. Et c'est tout cela qu'au nom de l'Union européenne, on a bradé, on a sacrifié. Et donc nous disons une chose simple, c'est que n'importe quel pays, à l'intérieur de l'Union européenne, il devrait avoir le droit de dire « Je ne veux pas de vos dispositions parce que vos dispositions, elles vont nous faire dégrader socialement. Elles vont constituer une régression sociale. » Donc nous proposons qu'un pays, qu'un peuple de l'Union européenne, qui se voit confronté à une directive qui va le faire régresser, eh bien que ce pays puisse dire « Nous n'appliquerons pas votre directive ». C'est ce que nous appelons une clause de non-régression sociale. Parce que, dans une période d'ailleurs, on le voit avec le Brexit, où l'Union européenne est en grande difficulté, elle traverse une crise existentielle, l'Union européenne. Il faut dire qu'à force d'avoir pourri la vie des Européens, il y a quand même pas mal d'Européens qui en ont ras-le-bol. Et donc le seul moyen de sauver l'Union européenne, c'est que l'Union européenne accepte qu'en son sein, qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il puisse y avoir des modèles économiques différents. Il puisse y avoir des pays qui, par exemple, décident de préserver leurs services publics, décident de refuser ces logiques de libéralisation. Nous demandons simplement cela à l'Union européenne, qu'elle nous laisse faire ce que nous savons faire. Les services publics, nous savons faire. Et la France a fait la démonstration après 1945 qu'elle était capable de faire du service public. Et que ça marchait mieux qu'avec le privé. Donc laissez-nous faire. C'est le message que nous portons. Et c'est comme cela que nous comptons sauver nos services publics et développer nos services publics en France parce qu'on a besoin de services publics. Au passage, nous savons que les enjeux du climat, que les enjeux environnementaux, sont des enjeux absolument majeurs pour les années à venir. Et on entend souvent, y compris Macron, ses ministres, nous dire qu'ils sont de grands défenseurs du climat. Bien, on a tous les jours la démonstration que pour relever le défi climatique, pour éviter le réchauffement climatique, pour défendre notre environnement, il faut précisément s'éloigner de ces logiques de concurrence. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ça va parler aux cheminots s'il y en a dans cette salle, et je sais qu'il y en a quelques-uns. Dans le secteur du fret ferroviaire, transport de marchandises,
dans le secteur du fret ferroviaire, il y a eu une directive de libéralisation. Elle date de 2006. Et donc en France, on a libéralisé ce secteur. Et ils nous ont dit, vous verrez, ça va permettre de développer le fret ferroviaire. Eh bien, depuis 2006, ce secteur en France, il a été divisé par 2,5. Et la conséquence de tout ça, c'est que les marchandises ne circulent pas par le train, mais elles circulent par la route, et ça pollue. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, notre environnement, il est malade de ces logiques de mise en concurrence. Donc pour défendre l'environnement, il faut en finir avec ces logiques de la concurrence libre et non faussée. La troisième rupture majeure, le troisième changement que nous proposons, il concerne les enjeux de l'argent et de la répartition des richesses. Manuela le disait tout à l'heure, depuis 10 ans, la Banque Centrale Européenne, elle a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées, sans condition ni contrepartie. Cet argent-là, il a donc alimenté la spéculation. C'est notre argent, hein. C'est notre planche à billets qu'on a fait marcher pour alimenter les banques privées après la crise de 2008. Nous disons que cet argent, il ne doit plus aller sans condition vers les banques privées. Il doit aller vers les services publics. Et nous proposons un fonds pour le développement des services publics alimenté par la Banque Centrale Européenne qui en plus permettra de financer la transition énergétique. Parce que cet argent, il serait beaucoup plus utile s'il allait vers les services publics, s'il allait vers l'intérêt général plutôt que d'alimenter les banques privées. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la Banque Centrale Européenne, on nous dit qu'elle est indépendante. Voilà une drôle de conception de l'indépendance. Elle n'est pas très indépendante des banques privées. Elle est en revanche très indépendante des peuples. Eh bien nous voulons qu'elle soit sous contrôle des peuples, et notamment sous contrôle du Parlement européen, de telle sorte qu'elle puisse être mise au service de l'intérêt général. Et puisqu'on parle d'argent, et ce sera mon dernier point avant ma conclusion, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. C'est d'ailleurs un sujet qui est devenu un sujet populaire dont on parle désormais partout, et on peut le mettre au crédit des parlementaires communistes, qui étaient bien souvent seuls à parler de cette question de l'évasion fiscale. Et désormais, avec le mouvement des Gilets jaunes notamment, c'est devenu une grande question populaire, dont on parle sur les ronds-points, dans les cafés et un peu partout. Ce qui montre d'ailleurs que, quand on se bat sur des idées, avec conviction, avec obstination, avec ténacité, il arrive parfois que ces idées finissent par gagner du terrain. C'est le cas sur cette question de l'évasion fiscale. C'est un des enjeux majeurs de l'Union européenne et des prochaines élections européennes. Parce que, à l'échelle de l'Union européenne, l'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros par an qui partent en fumée chaque année. Il y a 500 millions d'Européens, faites le calcul, ça signifie qu'on vole 2 000 euros à chaque Européen par le biais de l'évasion et de la fraude fiscale. Et on a un président de la République qui nous dit ce soir, nous sommes déterminés à lutter contre l'évasion fiscale. Alors permettez-moi de vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, ça fait 2 mois maintenant, avec Fabien Roussel, député du Nord, nous avons rencontré les dirigeants de Google France. Vous connaissez Google? Ils ont planqué 20 milliards d'euros aux Bermudes. Pas parce que les Bermudes sont une belle destination, mais parce que les Bermudes présentent quelques avantages en matière de fiscalité. Et donc les dirigeants de Google France nous ont dit, vous savez, on est un peu gênés parce qu'on touche du CICE. Et ils ont ajouté, mais on est gênés parce qu'on ne l'a pas demandé. Il nous est versé de manière automatique. Mais vous savez que le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Ce sont des multinationales qui font de l'évasion fiscale et auxquelles, en plus de ça, l'État fait des chèques. Et le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous dit « Ne vous inquiétez pas, je mets en place une taxe qui s'appelle la taxe GAFA, qui va rapporter peut-être, en 2020, 500 millions d'euros. » Ces entreprises tremblent, elles sont au bord du dépôt de bilan. 500 millions d'euros.
La belle affaire. Elles reçoivent autant en CICE. Donc nous proposons de faire de cette question de la lutte contre l'évasion fiscale le combat majeur mené par les parlementaires communistes dans la prochaine Assemblée européenne. Parce que c'est énormément d'argent et parce que cela renvoie à un dysfonctionnement de l'Union européenne. Je m'explique en quelques mots. Pourquoi est-ce qu'on a de l'évasion fiscale à une telle hauteur au sein de l'Union européenne? Parce que dans l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Et donc nous disons une chose simple, il est temps que l'Union européenne ferme les frontières aux fraudeurs fiscaux. Fermer les frontières aux fraudeurs fiscaux. Et si nous voulons fermer les frontières aux fraudeurs fiscaux, en toute logique, il ne faut plus que certains États de l'Union européenne donnent l'asile à ces fraudeurs fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Le Luxembourg, il y a plus de comptes en banque que d'habitants. Le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Et ils ont quand même eu la grande habileté de nommer président de la Commission européenne le chef d'État du Luxembourg, qui avait été ministre des Finances du même Luxembourg et qui avait mis en place cette fiscalité qui fait que cet État de l'Union européenne, État fondateur de l'Union européenne, est un paradis fiscal. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça signifie qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui nous font les poches. Il y a des pays qui nous pillent, à force d'avoir un taux d'imposition sur les multinationales quasi nul. On ne peut pas accepter ça. Vous n'accepteriez pas que quelqu'un rentre chez vous, vous pille de vos ressources, et puis ensuite, on siège ensemble tranquillement comme si de rien n'était. Évidemment non. Donc la première des choses à faire, c'est de revoir la liste des paradis fiscaux établis par l'Union européenne. Parce qu'ils ont eu le chic de faire une liste des paradis fiscaux établis par l'Union européenne dans laquelle il n'y a aucun pays de l'Union européenne. Il y a des pays qui figurent sur cette liste. Bon, je ne suis pas agrégé de géographie, mais je ne savais même pas qu'ils existaient. Les îles Samoa, l'île de Guam, tout ça, ce sont des pays qui sont ciblés par l'Union européenne. Mais alors le Luxembourg, qui est sous notre nez, il n'est pas inscrit dans la liste des paradis fiscaux. Donc nous disons, il faut revoir la liste des paradis fiscaux. Puis il faut leur dire les choses franchement. Il faut leur dire les choses franchement. On n'a pas vocation à avoir des États dans l'Union européenne qui se conduisent comme des paradis fiscaux. Donc il va falloir qu'ils revoient leur fiscalité. Et qu'on mette en place un taux minimal d'imposition sur les multinationales dans tous les pays de l'Union européenne. Pas de multinationales taxées à moins de 20% dans l'Union européenne. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, je sais que je suis long, mais je voulais quand même le dire, vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, l'Union européenne, non mais c'est quand même énorme ça, l'Union européenne nous fixe un taux minimal de TVA, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une TVA à 20% aujourd'hui sur les produits de première nécessité. Il faut en tout cas demander son avis à la Commission européenne pour pouvoir le faire. Donc il y a un taux minimal d'impôt sur les consommateurs, mais il n'y a pas de taux minimal d'impôt sur les multinationales. C'est quand même énorme. On est obligé de pourrir la vie des consommateurs, mais on a le droit d'avoir des multinationales qui sont taxées à rien du tout. Ben, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir le droit de taxer à 0% les produits de première nécessité, et on devrait avoir l'obligation de taxer à au moins de 20% ces multinationales qui aujourd'hui font de l'évasion fiscale. Donc nous avons de beaux combats à mener au Parlement européen. Je veux maintenant, pour finir et pour conclure, vous convaincre d'une chose. C'est qu'il faut qu'on ait des parlementaires demain pour porter tous ces combats. Qu'il faut que nous ayons des élus en nombre demain au Parlement européen. Qu'il faut donc jeter, et je sais que vous en êtes convaincus, toutes nos forces dans la bataille d'ici le 26 mai prochain. Qu'il faut qu'un maximum de nos concitoyens se saisissent du bulletin rouge, du carton rouge, qui leur sera proposé dans les urnes
dimanche 26 mai. Qu'il faut donc y consacrer notre temps, notre énergie, parce que chaque voix comptera. Précisément parce que c'est un scrutin proportionnel. C'est-à-dire que plus nous avons de voix, plus nous avons de députés européens. Et on est dans une région, dans un département, où vous êtes bien placé pour savoir qu'avoir des parlementaires communistes, c'est utile, c'est efficace et ça permet d'être défendu. Donc de même que vous êtes défendu dans votre territoire avec vos députés, faisons en sorte que demain nous soyons défendus au Parlement européen grâce à nos députés européens. Donc il faut le faire. Et ça vaut le coup de le faire. Vous savez que s'il n'y avait pas eu de députés européens communistes, par exemple, on n'aurait pas sauvé l'aide alimentaire. L'aide alimentaire. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui militent au Secours populaire ici. Et c'est le Secours populaire qui, à l'époque, nous avait sensibilisés sur cette question. L'aide alimentaire, elle dépend d'un programme européen. Et ce programme européen, il est très régulièrement menacé. Et ce sont nos parlementaires, notamment Patrick Le Yarrick, d'ailleurs, qui étaient montés au créneau pour sauver l'aide alimentaire. Elle profite à plus de 3 millions de Français. On sait pourquoi. Précisément parce que nous sommes dans ce contexte de crise sociale. Donc on a besoin de députés européens communistes. On a besoin de députés européens pour défendre le plus grand nombre. Donc nous allons le faire. Nous allons nous battre. Et je suis frappé, en menant cette campagne, de voir à quel point les communistes ont envie de montrer de quoi ils sont capables. Ont envie de montrer qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Parce que nous avons beaucoup de force dans notre parti. Notre force, je disais à une journaliste l'autre jour qui me disait « Mais d'où est-ce que vous tirez cette énergie ?» Notre force, c'est notre cœur. Notre force, ce sont nos convictions. Notre force, c'est la générosité de dizaines et de dizaines de milliers de militants qui sont des hommes et des femmes désintéressés, qui se battent pour leurs idées, qui se battent pour un monde meilleur, qui se battent pour le partage, et cette voix-là, elle mérite d'être entendue le 26 mai prochain. Belle campagne et un beau résultat à la clé.